Imaginez un après-midi de février. L'hiver commence à partir doucement, laissant place à un air plus doux. C'est le genre de journée qui donne envie de sortir, de respirer un peu, de vivre un petit moment d'aventure. Ce jour-là, nous sommes le 13 février 2017 aux États-Unis. Deux jeunes filles, inséparables comme deux sœurs, s'apprêtent à vivre une journée qu'elles n'oublieront jamais. Mais malheureusement, pas pour les bonnes raisons. Ce jour-là, c'était un jour férié. Pas d'école, pas de devoirs, juste temps libre. Le ciel était clair, il faisait bon, une journée parfaite pour une petite sortie. Abby avait dormi chez Libby la veille. Le matin, ils étaient pleins d'énergie et avaient envie de bouger. Alors, ils ont eu une idée. Aller explorer un endroit calme, loin de la ville. Et ils ont demandé à la grande sœur de Libby de les emmener dans un coin de forêt, qu'on appelle la zone 300. C'est un lieu tranquille, à environ 8 km de la ville. Et les gens aiment se promener dans la nature. Le plan était simple. Le père de Libby viendrait les chercher à 15h30. Vers 13h30, les deux amis étaient déjà sur place, prêts à profiter de l'après-midi. La zone 300 est un endroit spécial, c'est un mélange de forêt dense et d'espace ouvert, avec une rivière qui la traverse. Ce qui rend cet endroit célèbre, c'est un vieux pont de chemin de fer. Ce pont est fait de bois et de fer. Construit il y a longtemps, c'est un vestige du passé, mais aussi un vrai danger. Le pont traverse la rivière et relie deux collines, mais il est en très mauvais état et peut s'effondrer à tout moment. Les trains ne passent plus dessus depuis longtemps. Il y a des panneaux qui interdisent clairement d'y aller, car c'est très risqué. Pour Abby et Libby, comme pour beaucoup d'adolescents, les interdictions sont parfois un défi, surtout avec l'envie de partager leur aventure sur les réseaux sociaux. Les filles étaient très actives sur Internet, sur Snapchat, elles montraient tout ce qu'elles faisaient, chaque moment de leur journée. C'est à ce moment-là que les choses ont tourné au mauvais. Vers 14h09, Libby a posté une photo d'Abby en train de marcher sur ce pont interdit. C'est la dernière image qu'elles ont partagée avec le monde. L'après-midi touchait à sa fin et l'inquiétude grandissait. À 15h15, le père de Libby a essayé d'appeler Abby pour vérifier si elle est bien vers le lieu prévu. Mais Abby n'a pas répondu, puis il a appelé Libby, rien. En regardant Snapchat, il a vu la photo d'Abby sur le pont. Au début, il n'a pas paniqué, pensant qu'elle jouait ou que leur téléphone était rangé. Mais quand il est arrivé sur place et qu'il n'a vu personne, une peur très forte l'a envahi. Il a commencé à crier leur nom dans la forêt et à appeler sa femme, sa fille et les parents de Libby. Personne ne savait où elles étaient. La nouvelle s'est répandue vite. Les familles se sont précipitées vers la zone 300. 3 voitures pleines de proches sont arrivées. Ils appelaient Abby et Libby en criant. Leur voix résonnait dans la forêt. Ils ont cherché pendant 2 heures sans relâche alors que la nuit commençait à tomber. En février, la nuit tombe vite. Vers 17h30, il faisait déjà sombre. Face à cette situation difficile, les parents sont allés au poste de police, tristes et incrédules, pour signaler la disparition de leur fille. Ils ont donné aux policiers des descriptions, des photos et les vêtements que les filles portaient. Les téléphones des filles, qui sonnaient avant son réponse, étaient maintenant éteints. La police a commencé les recherches tout de suite, sachant que c'était très grave. 2 adolescentes mineures avaient disparu dans un endroit isolé. Plusieurs équipes sont parties chercher dans la forêt, mais la nuit rendait tout plus compliqué. Les hélicoptères et les drones ne pouvaient pas aider dans l'obscurité. Les policiers ont demandé aux familles de rentrer chez elles pour se reposer et ont promis de prendre les recherches au matin, mais personne ne pouvait vraiment dormir. Les familles ont utilisé les réseaux sociaux, partageant les photos des filles et organisant des groupes de bénévoles pour aider aux recherches. Le lendemain, dès le lever du soleil, une grande opération de recherche a commencé. Des centaines de bénévoles venus de toute la région se sont joints à la police. Des bus entiers ont amené ces volontaires sur place. Des hélicoptères, des chiens policiers et des drones ont parcouru toute la zone. Les heures passées, lourdes d'angoisse et d'espoir. Puis, vers 12h30, le 14 février, une découverte terrifiante. Un groupe de 12 bénévoles, dont un ami du grand-père d'Abby, marchait près de la rivière. Ils ont aperçu quelque chose d'orange à travers les branches. Une des filles portait une tenue orange. En écartant les branches, ils ont vu une scène horrible. L'ami du grand-père a d'abord cru que c'était des mannequins dont les corps étaient immobiles, allongés en partie dans l'eau, en partie sur la terre. Leur peau était pâle, presque bleue.
Mais c'était bien Abby et Libby. L'une était encore habillée, l'autre non. Le groupe a poussé les cris de terreur, brisant le silence de la forêt. La police et la police scientifique sont arrivés rapidement sur place. 24 heures plus tard, les enquêteurs ont annoncé la triste nouvelle. Abby et Libby étaient mortes. Leur corps était examiné pour comprendre ce qui s'était passé. Pour leur famille, tout s'est effondré. Abby, calme et studieuse, aimait dessiner et aimait aussi les animaux. Libby, plein d'énergie, faisait toujours rire tout le monde autour d'elle. Leur seul tort, être au mauvais endroit et au mauvais moment. Les premières infos ont montré que les corps avaient été trouvés sur une propriété privée. Les enquêteurs se sont intéressés au propriétaire, un homme de 77 ans nommé Logan. Logan avait déjà eu des problèmes avec la justice, coups, agressions et même enlèvement. Il a été arrêté et est devenu le principal suspect. Il a dit qu'il était avec ses amis au moment des faits, mais son téléphone montrait qu'il était bien chez lui, sur sa propriété quand tout s'est passé. Malgré tout, après un mois en prison et plusieurs interrogatoires, Logan, déjà très malade, a été libéré en mars 2017. Les enquêteurs n'avaient pas assez de preuves pour le garder. Il est mort en 2020 et plus tard, il a été confirmé qu'il n'était pas lié à cette affaire. L'enquête, bien qu'en cause, a continué discrètement. 15 jours après la découverte des corps, une piste importante est apparue. Des personnes qui exploraient la même zone ont trouvé la sac à dos de Libby, abandonné à environ 4 km du lieu où les corps avaient été retrouvés. Dans ce sac, il y avait son téléphone portable éteint, mais très précieux pour l'enquête. Les experts ont pu récupérer des données du téléphone de Libby. Ce qu'ils ont découvert a bouleversé l'enquête. Les filles avaient filmé plusieurs vidéos dans la forêt. On y entendait leur rire, leur joie, mais aussi peu à peu l'angoisse. Sur certaines séquences, prises entre 14h10 et 14h30, on comprend qu'elles se sentent suivies. À un moment, l'une d'elles parle d'un pistolet. L'autre, pour se rassurer, pense que ce n'est peut-être qu'une illusion. Mais une vidéo encore plus glaçante a été trouvée. On y voit un homme les suivre. Il a la tête baissée, les mains dans les poches. Et surtout, on entend sa voix, calme, ferme, inquiétante. Il leur dit: descendez d'ici. Ces découvertes ont été importantes grâce à la vidéo et à l'enregistrement sonore. Les enquêteurs ont pu dresser un portrait robot. Un homme à la peau claire, brun, d'environ 50 ans, mesurant entre 1,69 m et 1,79 m. Très vite, la photo et la voix ont été rendues publiques. Un appel à témoins a été lancé. 2 hommes se sont manifestés. Le premier, âgé de 28 ans, affirme avoir croisé cet homme et les filles le jour du drame. Sa description précise a permis d'établir un second portrait robot. Le second témoin, la quarantaine, dit lui aussi avoir vu les 2 adolescentes accompagnées de cet homme. Il fournit des détails sur leur itinéraire. Mais malgré ces éléments, l'enquête s'est enlisée, le portrait robot circule partout, mais aucun nom ne ressort. Plus de 50 suspects sont interrogés, aucun ne correspond vraiment. La population est en colère. Partout dans la région, on accroche des lumières oranges aux fenêtres en hommage aux 2 jeunes filles. Un club est même créé en leur nom. Mais entre 2019 et 2022, plus rien. L'affaire tombe dans l'oubli, un cold case. Et les familles, elles sombrent dans le désespoir. C'est à ce moment-là, en septembre 2022, qu'un nouveau visage a rejoint la brigade. Un détective venu d'ailleurs, spécialiste des affaires jamais résolues. Et pour une raison qui ne s'expliquait pas, quelque chose dans le dossier d'Abby et Libby l'a interpellé. Il s'est plongé dedans, il a tout relu, chaque ligne, chaque rapport, chaque croquis. Et au 3e jour seulement, il tombe sur une erreur monumentale. Un détail qui pendant des années avait échappé à tout le monde. Parmi les témoignages, celui d'un homme dans la quarantaine, le 2e témoin retient soudainement son attention. Sa photo de permis de conduire fournie à l'époque. Il ressemble étrangement au portrait robot de l'homme vu avec les filles. Trop pour que ce soit un hasard. Le détective comprend alors ce témoin n'en est peut-être pas un. Et s'il avait témoigné pour détourner les soupçons. Cet homme s'appelait Richard et il vivait toujours à la même adresse qu'à l'époque. Le détective s'y rend sans attendre. Il le convoque au poste interrogatoire. Le silence de l'affaire vient d'être brisé. Richard nie tout, calme, presque froid, il répète qu'il n'a rien à se reprocher. Mais cette fois, le détective le sent, son instinct
lui crie qu'il est sur la bonne piste. Un mandat de perquisition est rapidement obtenu. Direction la maison de Richard. Et là, dans un tiroir soigneusement dissimulé, une arme à feu. Pas n'importe laquelle, un calibre rare et surtout exactement le même que celui de la balle retrouvée dans le corps d'Abby. La preuve est là, irréfutable. Richard est immédiatement arrêté, menotté, il ne dit plus un mot. Le 29 novembre 2022, son procès s'ouvre enfin et cette fois, le silence est brisé. Tous les détails de l'enquête deviennent publics et ce qu'il révèle glace le sang. L'autopsie dévoile l'horreur. Abby a été tué d'une balle tirée à bout portant, un calibre si rare qui ne laissait aucun doute et les deux filles avaient subi des blessures atroces, tranchées au cou d'une oreille à l'autre. Une mise à mort brutale. Sauvage. L'affaire Abby et Libby n'était plus un mystère. Il devenait un cauchemar éveillé. Richard Allen, né en 1972 au Mexique, un nom banal, presque trop banal, ancien militaire, devenu comptable puis directeur dans un supermarché. Marié, père de famille, un voisin discret, un collègue poli, personne n'aurait pu imaginer ce qu'il cachait vraiment. Mais en prison, Richard a commencé à parler, pas officiellement, pas durant un interrogatoire, non, ce sont des confessions volées, enregistrées à son insu dans le calme d'une cellule. Et ce qu'il a dit est insoutenable. Il raconte qu'il se promenait dans la forêt ce jour-là, il a vu Abby et Libby, et là, une pensée noire a traversé son esprit, son intention peut-être, les agresser sexuellement. Mais alors qu'il s'apprêtait à passer à l'acte, un camion surgit au loin. Un bruit, une présence, un imprévu. Richard panique, il perd le contrôle et ce qui devait être une agression devient un meurtre brutal. Un acte irréversible et une sauvagerie qui dépasse l'entendement. Pris de panique, c'est ce qu'il a dit. Il avait peur que les filles crient, qu'elles appellent à l'aide, qu'un témoin surgisse. Alors, il a tiré sur l'une d'elles, puis il a sorti un couteau et les attaqué toutes les deux. Quand tout était terminé, il a tenté de réparer l'horreur, il a rhabillé l'une des victimes, laissé l'autre telle qu'elle, et traîné le corps jusqu'à l'eau, pensant que cela effacerait les preuves. De retour chez lui, il a raconté à sa femme qu'il avait croisé les filles. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que c'est elle qui allait l'encourager à se présenter à la police pour faire bonne figure, pour avoir l'air d'un témoin ordinaire, pour masquer l'atrocité. Mais une fois devant le tribunal, Richard a tout nié. Il a prétendu qu'il n'était pas l'auteur du crime. Ses avocats, révoqués après avoir accidentellement divulgué des photos insoutenables de la scène, un scandale de plus dans une affaire déjà sordide. Des experts psychiatriques sont appelés à la barre, ils affirment que Richard souffre des troubles mentaux. Mais pour le juge, cela ne change rien. Il était pleinement conscient de ses actes. Et en novembre 2024, la justice est tombée comme une lame. Richard Allen est reconnu coupable de meurtre prémédité et d'agression. La sentence, 2 peines consécutives de 65 ans de prison. Une condamnation qui signifie une chose, il ne quittera jamais la prison en homme libre. L'affaire d'Abby et Libby, une drame née au cœur d'après-midi ordinaire, devenue l'un des cauchemars les plus sombres de l'Amérique. Aujourd'hui, la justice a parlé, mais pour les familles, il n'y aura jamais de véritable fin. Seulement des souvenirs, des rires étouffés, des photos figées dans le temps. 2 vies envolées, cette histoire nous laisse avec une leçon amère. La vie est fragile, imprévisible et pourtant dans l'ombre de chacun brille encore la force de ceux qui refusent d'abandonner, celles et ceux qui se battent pour la vérité, même quand l'espoir semble ne plus répondre.